Bienvenue à tous et ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Santé Mag. Nous célébrions cette semaine la journée de lutte contre les maladies rares, des pathologies qui touchent plus de monde que nous le pensons en réalité, puisqu'on compte entre 300 et 400 millions d'individus à travers le monde qui seraient touchés par des maladies rares. À ce jour, on estime qu'il en existe entre 7 000 et 8 000 maladies, dont la grande majorité est d'origine génétique. On parle à peu près de 80% qui seraient d'origine génétique justement. En Algérie, les chiffres ne sont pas précis. On parle toutefois de 2 millions de personnes atteintes de maladies rares. Les plus fréquentes seraient celles dites hémolytiques ou maladies du sang, ainsi que les neuromusculaires. Ce soir, on tentera de comprendre avec mes invités comment vivre avec une maladie rare, quels en sont les risques de complications, quels sont les traitements disponibles en Algérie, quel regard porte la société sur ces maladies souvent invisibles. Et pour en parler, j'ai le grand plaisir ce soir de recevoir professeur Nuiwa Sonia. Vous êtes chef de service neurologie à l'hôpital de Chechel. Bonsoir. Bonsoir Sarah et merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie de l'avoir accepté. J'ai également le grand plaisir de recevoir professeur Laraba Nazim. Vous êtes également chef de service du service donc médecine interne au CHU Bablouet. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation et j'ai le grand plaisir également de recevoir Lisa Temani, patiente atteinte d'une maladie rare, la myasthénie congénitale. Bonsoir Sarah, merci pour l'invitation. Bonsoir Lisa, c'est moi qui vous remercie de venir casser un grand tabou en venant ce soir parler et sensibiliser autour de votre maladie parce que c'est pas souvent facile d'en parler, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Alors c'est un combat que je mène au quotidien. Et c'est pas facile à vivre tous les jours du moment que c'est invisible. Donc nos maladies, si je peux le dire, ne se voient pas. Donc c'est comme un handicap invisible. C'est ça, on parle souvent de handicap invisible. Exactement. Donc on a du mal à s'intégrer avec la société, à vivre normalement. Oui, absolument. À quoi ressemble la vie justement avec une myasthénie congénitale? Alors la vie avec une myasthénie congénitale, c'est une vie qui est au ralenti. Donc on fait tout ce qui est ordinaire, on va dire, mais au ralenti. Donc moi, je peux faire toutes les choses qu'une personne peut faire quotidiennement, mais ça va me prendre un peu plus de temps. Donc par exemple, le réveil va me mettre un peu plus de temps que d'autres personnes. Une petite tâche de rien du tout peut entraîner une énorme fatigue. C'est ça, voilà. Donc c'est très dur à vivre. Oui. Professeur Laraba, c'est quoi une maladie rare? Nous célébrions, je le disais en préambule, cette semaine, la journée des maladies rares. Qu'est-ce qu'une maladie rare? Une maladie rare, c'est une maladie dont la prévalence, donc la fréquence dans la société, qui est tellement faible qu'on la dit rare, et c'est 0,05%, l'équivalent de 1 cas pour 2000. Vous avez dit qu'en Algérie, c'est 2 millions. Et donc, même si elles sont rares, associées ou combinées, on voit qu'elles sont en fait fréquentes. Et il est vrai qu'elles souffrent du fait qu'il n'y a pas assez d'attention qui est portée sur ces maladies-là. 5%, vous avez dit que c'était des maladies génétiques pour la plupart, mais il y a des maladies également acquises, auto-immunes, pour les 30% restants. Et lorsqu'on les associe, je vous disais que c'est très fréquent. Malheureusement, Lisa a la pudeur de ne pas dire les choses, mais c'est un combat pour les personnes qui souffrent ces maladies-là parce que la reconnaissance de la société n'est pas là, parce que j'allais dire, si je prends son exemple de myasthénie, c'est une fatigabilité, ça peut être mal perçu par les proches. Et on est jugé, on est jugé parce qu'on a ces maladies-là. Et des fois, lorsque l'annonce du diagnostic est faite, lorsqu'on met un mot sur le mal, c'est un parcours de soins. C'est-à-dire la personne le vit comme une délivrance. En général. On va y revenir. On va revenir sur tout ça justement tout à l'heure avec notre témoin, mais avec vous aussi, professeur. Alors, j'ai envie de revenir justement sur cette notion de maladie rare, qui ne serait pas finalement si rare chez nous en Algérie, parce qu'on a un problème aussi de mariage consanguin, n'est-ce pas, professeur? Oui, tout à fait. Alors, je rejoins mon ami professeur Laraba. Maladie rare, c'est connu maintenant, elle touche 1 cas sur 2000. Oui. Mais au fait, quand on s'y intéresse, elles ne sont pas aussi rares que ça. Elles sont souvent d'origine génétique, mais elles peuvent être acquises.
Alors le souci, c'est qu'en Algérie, une zone d'endogamie, de mariage consanguin, donc ça favorise l'apparition des maladies neurogénétiques de transmission autosomique récessive. Donc des mariages entre cousins ou même des mariages au sein d'une même région vont favoriser l'apparition de ces maladies qui sont méconnues, pour lesquelles malheureusement il n'existe pas beaucoup de traitements, et quand les traitements existent, ils sont très très coûteux, et pour lesquels il faut véritablement un programme, une logistique de soins qui va du diagnostic jusqu'à la prise en charge thérapeutique et au-delà. Oui, vous anticipez un peu sur ma prochaine question, j'allais vous dire justement, est-ce qu'on parvient aujourd'hui à accompagner convenablement ces malades et à éviter les complications, à améliorer aussi le pronostic, parce que souvent ce sont des maladies évolutives qui peuvent justement altérer l'espérance de vie. Tout à fait. Alors, on a bien vu le témoignage de Lisa qui a bien décrit les difficultés, ce ralentissement, en fait, cette fatigabilité. Alors, ce sont des maladies qui touchent souvent, je parle des maladies génétiques, en fait, des enfants. Donc, on a affaire à des familles. Donc, en matière de maladies génétiques, neurogénétiques ou autres, parce qu'il n'y a pas que neurologique, il y a des maladies génétiques hématologiques, dermatologiques, ophtalmologiques, etc. C'est une détresse pour les familles. Ce sont des maladies méconnues au sein même de la communauté des professionnels de santé. Ce sont des maladies pour lesquelles le diagnostic est très très difficile. Parce qu'en Algérie, malheureusement, on n'a pas les moyens de faire le diagnostic de toutes ces maladies. Il en existe 7000, comme vous avez dit. Il y en a 1000 pour les maladies neuromusculaires, par exemple. Il y en a qui sont très fréquentes, qu'on connaît bien, sur le plan phénotypique, sur le plan des signes, etc. Mais il y en a d'autres qui sont cachées. Et même un neurologue pourrait se tromper sur un syndrome myasthénique congénital comme celui de notre témoin ce soir, justement. Même question, professeur Laraba, comment vous évaluez aujourd'hui la prise en charge des personnes, parce que je sais que vous êtes engagé dans le combat justement dans la prise en charge. Elle est difficile, la prise en charge. Elle est difficile sur le plan diagnostique et thérapeutique. Il est vrai que ce sont des maladies le plus souvent génétiques, comme a dit mon ami le professeur Nioua. Ces maladies génétiques causent une souffrance familiale, et cette souffrance-là mène le plus souvent à comme je vous disais, des parcours de soins, de santé qui sont chaotiques, qui sont très lourds. Le premier cas familial dans la famille qui est diagnostiqué, c'est un cas qui est passé par une multitude de médecins, qui a été hospitalisé plusieurs fois, le plus souvent, et on n'arrive pas à comprendre d'où ça vient. Donc il y a un effort à faire sur le plan de formation des médecins. On n'est pas, dans notre cursus médical, on n'est pas formé à ces maladies-là. Il y a aussi un effort à faire au niveau de la société pour sensibiliser les gens, pour dire que c'est des maladies comme une autre, même si c'est des maladies chroniques, où l'espérance de vie, vous avez dit que pour la plupart, elle est réduite, mais le diagnostic précoce permet, dans certains cas, d'obtenir une vie quasi normale pour la plupart des maladies. Ce diagnostic précoce n'est possible que s'il y a la formation qui vient et puis si les outils diagnostiques sont disponibles. Nous éprouvons donc des difficultés, nous, sur le terrain, pour avoir les outils diagnostiques, et puis même après. Je vous parlais de combat pour faire accepter sa maladie à sa famille, pour faire accepter sa maladie à sa profession, à son entourage. Vous imaginez que lorsqu'on souffre de fatigabilité, ou lorsqu'on est un peu diminué, même si j'aime pas trop ce terme, comment faire accepter à sa profession, à son milieu professionnel, le fait de dealer avec ça, de s'adapter. Absolument. Et ça, c'est compliqué. Justement, pour comprendre tout ça peut-être un peu plus, je vous invite, messieurs, dames, à regarder des témoignages qu'on a recueillis, des témoignages de personnes atteintes de maladies rares, qui parlent justement de cet handicap souvent invisible et de cette notion de stigmatisation, justement. Regardez. Alors, je m'appelle Lima, j'ai 22 ans. Je souffre d'une ostéochondrite italienne. Elle s'est déclenchée à l'âge de 16 ans, suite à un traumatisme, une entorse. Elle touche les os. C'est une maladie osseuse qui se manifeste par une anomalie du cartilage au niveau des ondes de croissance.
Alors, elle touche les hanches, le genou et la cheville. La cheville, c'est la forme la plus rare dont je souffre. C'était une douleur, un gonflement de la cheville et impossible de poser mon pied sur terre. Alors, c'est des médicaments symptomatiques, des anti-inflammatoires, des antidouleurs dont j'ai bénéficié, j'en ai pris. Mais ça ne marche pas toujours. Il y a toujours de la douleur et surtout quand on favorise l'articulation. Bon, alors, lors du diagnostic, il y avait une liste interminable des interdictions. Interdit de marcher beaucoup, interdit de rester debout beaucoup, interdit de pratiquer une activité sportive. Et pour une personne qui a un rythme de vie accéléré, hyperactive, elle veut être partout, c'est pas évident. J'ai développé des angoisses à chaque fois. Je pense que je vais sortir, je dois faire quelque chose et je dois marcher. Je suis angoissée parce qu'après il y a de la douleur, il y a les blocages et c'est pas toujours évident. D'ailleurs, je refuse plusieurs fois des sorties avec mes amis juste par peur d'avoir trop mal ou d'être bloquée, ne pas pouvoir marcher. عصوري خولة عمري 16 سنة عندي لا دريبانوسيتوس اكتشفت هذه الأمراض كي كان عمري 8 سنين بداوني لي دولور جاتني لا فاتيك وليت ما نقدرش نمشي هكذا ونجري بزاف الأسباب اللي ديكلونشيو هذا المرض هي البرد ستريس بزاف وتما يجوني لي دولور وما كاين برك انتي دولور اللي نديرو وكاين تاني ادريه نديرها باش تسيركيلي الدم وليت من داك تجيني لا فاتيك ما نقدرش نروح نقرا انا بسونتي بزاف ما مكسول في العلاقه تاعي من داك يجيني واحد ستريس هكذا ما نقدرش نكون بزاف اجتماعيه في المرض كيجوني لي دولور كل تجيني هكذا فتره تاع ديبرسيون تاع وتروح لي وي كاين لا ماشين سي تافي غاز مي لو كيت هذاك ماشي دائما متوفر. شحال عندك ما درتيش هاد التبديل تاع الدم؟ هي نورمالمون كل 3 شهور كل 6 شهور مي كيما كاش هذا لو كيت اللي تمشي به لا ماشين تما عندي شحال ما درتش. Alors, témoignage émouvant. Alors, Lisa, est-ce que vous vous reconnaissez à travers ces témoignages? Alors, oui, effectivement. D'ailleurs, c'est des amis à moi. Et on a la chance de partager, parce que c'est très important de communiquer, de partager nos ressentis, nos faiblesses, etc. Comment vous expliquer? C'est très dur à vivre au quotidien. C'est très très dur parce qu'en fait on est limité, on ne sait pas ce que le lendemain va nous apporter. Donc on peut se réveiller une matinée avec une énergie et tout. Ensuite, on est fatigué, on peut annuler tous nos rendez-vous, tous nos projets. Oui. D'ailleurs, c'est un blocage total pour les études. C'est un vrai handicap pour une réelle vie sociale, j'ai envie de dire. Oui. Alors, pour revenir peut-être à la maladie, à votre maladie, qu'est-ce qu'une myasthénie finalement? On en a parlé comme ça grossièrement, j'ai envie de dire, mais qu'est-ce qu'une myasthénie finalement? Alors, la myasthénie, en fait, c'est une maladie, c'est un syndrome. Il y a un syndrome myasthénique et les étiologies sont très diverses. Enfin, la première répartition, c'est de les séparer en syndrome ou myasthénie auto-immune. Qui, là aussi, le diagnostic est parfois difficile. Et le symptôme maître des syndromes myasthéniques, c'est cette fatigabilité. Alors souvent, c'est des gens qui ont une paralysie intermittente de certains muscles, notamment les muscles de la paupière. Donc c'est des malades qui ont des paupières qui chutent, mais pas toute la journée, ça fluctue. Au matin, ils sont bien, mais avec l'effort, on a ce qu'on appelle l'imptosis, la chute de la paupière qui tombe. Ils ont des difficultés à mastiquer, ils ont des difficultés à avaler, et puis ils ont des difficultés, un déficit ou une faiblesse des membres, ils ne peuvent pas marcher. Alors, dans la myasthénie, c'est un peu difficile, en fait. C'est une très bonne question parce qu'elle est source d'errance diagnostique. Parfois, le malade est juste fatigué. Il va chez le médecin,
on lui dit rien. Les symptômes ne sont pas les mêmes chez tout le monde, c'est ça? Évidemment, et puis ils sont pris pour des dépressions, ils sont pris pour des syndromes généraux comme ça, et puis parfois on leur donne des médicaments qui sont très dangereux. Parce qu'en fait, la myasthénie, c'est une maladie de la jonction neuromusculaire, c'est-à-dire la région qui unit le nerf et le muscle, et grâce à laquelle se fait une contraction musculaire. C'est-à-dire qu'il faut dire qu'on est tellement fatigué qu'on n'arrive même pas à contracter le muscle, c'est ça en gros? C'est-à-dire à l'effort, au maintien d'un effort ou à l'effort, apparaissent les signes, la faiblesse, donc la paralysie. Oui. Et puis on a les syndromes myasthéniques congénitaux qui sont d'origine génétique. On dit héréditaire, mais maintenant on préfère le terme génétique parce que on a découvert des gènes, on connaît un peu les mécanismes de ces maladies. Et là aussi, il y a plusieurs formes. Il y a une trentaine de formes, il y a une trentaine de gènes impliqués. Ça, c'est le cas de Lisa, entre parenthèses, c'est ça. Elle souffre d'une myasthénie congénitale. Elle souffre d'une myasthénie congénitale, donc génétique, et une des formes. Oui. Une des formes, il y a 30 formes, il y a 30 gènes, donc 30 formes. Vous voyez que c'est un groupe très hétérogène, c'est un spectre très large. Et on voit les difficultés pour le diagnostic. Bon, sur le plan, ce qu'on appelle diagnostic génétique, maintenant il y a un développement, il y a un boom, il y a une révolution dans l'approche des maladies génétiques parce qu'avec des techniques bien déterminées, maintenant elles sont validées et on peut les tester. Il y a ce qu'on appelle le séquençage à haut débit, le NGS, on peut les tester avec un panel de gènes, on peut mettre un panel de 30 gènes, de 100 gènes, pour un groupe de maladies données, et on peut faire le diagnostic. Oui. Professeur Laraba, est-ce qu'on cherche cette notion de génétique ou d'hérédité quand on prend en charge justement un patient? Je pense que dans votre famille, il n'y a pas d'autres personnes qui souffrent de la même maladie. Non, je suis la seule. Oui. Ça dépend des pathologies génétiques. Il y a la transmission c'est-à-dire pour certains... Par exemple, dans le cas échéant, dans le cas de Lisa. Dans le cas de Lisa, il y a un arbre généalogique qui est fait. Dans les autres cas, la même chose, c'est-à-dire que quand vous avez le premier cas familial qui est identifié, on essaie de savoir est-ce que les autres membres de la famille présentent la maladie. Tout dépend de la pathologie. Si je vous prends la maladie de Fabry par exemple, vous avez une maladie qui est liée à l'X que les mamans transmettent aux sujets de sexe masculin, aux garçons. Le garçon est malade, la maman n'est pas malade le plus souvent. Ce qui fait que vous imaginez que vous arrivez dans une famille, vous dites oui, bon, votre garçon il a la maladie de Fabry, avec une espérance de vie qui est très faible, 40 ans sans traitement, un peu plus avec le traitement, et puis il faut que je teste sa sœur. Pour déceler est-ce que ces enfants... Ça doit vraiment culpabiliser les mamans. Et donc les mamans, vous imaginez que l'homéostasie familiale est bouleversée. Les familles se déchirent. Le papa qui dit non, je ne veux pas que ma fille soit testée. Donc il y a tout un conseil génétique qui ne peut se faire des fois. Donc c'est très compliqué. Vous me tendez la perche justement, dans le cas de Lisa, je rappelle juste qu'elle est mariée et qu'elle a un mari juste extraordinaire qui la soutient justement. La question de la maternité ne se pose pas encore au sein de votre couple. J'imagine aussi que c'est une grosse problématique quand même, quand on sait que la maman est porteuse d'une maladie justement génétique. Oui, tout à fait. Et ça, vous rentrez dans ce qu'on appelle le conseil génétique. Alors le conseil génétique, on le fait dans le cadre, normalement devant toute maladie génétique, même si on n'a pas la chance de la diagnostiquer sur le plan moléculaire, on peut faire un diagnostic génétique, un conseil génétique sur... parce qu'on a connaissance des modes de transmission. Alors, il y a les plus fréquents chez nous, c'est ce qu'on appelle les modes de transmission autosomiques récessifs. Ça veut dire que les parents sont sains, mais ils sont porteurs. Chaque être humain, il a 2 copies d'un gène. D'accord, ils sont porteurs d'une copie, la maladie ne s'exprime pas. Alors, si par malheur, c'est des cousins qui se marient, chacun il a une copie un peu anormale du gène, et il peut la transmettre dans un quart des cas chez un enfant qui aura les 2 copies et donc il va exprimer la maladie. Oui. Dans ce cas-là, dans les maladies autosomiques récessives, dans ce cas-là, on évalue le risque de survenue dans une famille, le risque de survenue sur les grossesses prochaines, ou bien on peut déterminer les sujets à risque.
hein, la fratrie, les cousins, etc. Ça, on peut le faire théoriquement quand on connaît le mode de transmission. Juste une parenthèse, justement des analyses, par exemple, prénuptiaux, pour ne pas banaliser, hein, c'est-à-dire il faut les faire finalement. C'est quelque chose de très important. Oui, c'est très important. Je pense que ça a été fait pour une maladie hémolytique, la drépanocytose, je pense, pour voir un peu ce risque. Justement, évaluer ce risque, oui. Il y a aussi la bêta-thalassémie. Et puis, il y a aussi ce qu'on peut faire aussi, qui se fait ailleurs d'ailleurs, c'est le dépistage néonatal pour des pathologies où il existe des traitements. Parce que dans toute maladie, a fortiori, quand elle est d'origine génétique, plus on traite précocement, mieux seront les résultats. Absolument. Donc on peut faire ce qu'on appelle le dépistage néonatal, c'est très intéressant. C'est-à-dire à la naissance, on peut le faire durant une période donnée, dans une zone géographique donnée. Ça nous permet de voir un peu l'incidence sur les naissances de cette maladie et puis détecter les patients encore. Et ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas chez nous, malheureusement. Et le problème, c'est que c'est une tâche de santé publique, hein, le dépistage néonatal. Alors, Lisa, on a vu dans les reportages, justement, hein, dans les témoignages, les témoins qui parlaient justement de cette notion d'incompréhension. Hein, je pense que c'est un point très important sur lequel vous voulez revenir. Et il faut dire, ce qui est quand même triste aussi, c'est que cette notion d'incompréhension n'est pas uniquement l'apanage de monsieur tout le monde. Même des professionnels, ça vous est déjà arrivé de vous dire que ça se passe dans votre tête, hein, vous n'êtes pas malade? Alors oui, effectivement, je suis passée par ça, donc j'ai eu droit à « non, c'est dans ta tête, non, vous faites des chichis, arrêtez, c'est bon, vous n'avez rien, c'est dans la tête ». Donc, on vous a dit même que vous étiez un peu folle. Alors oui, malheureusement. Malheureusement, je suis arrivée à ça, donc on m'a dit « ouais, vous êtes folle, vous imaginez des trucs alors que vous n'avez rien, vous êtes en bonne santé ». Et donc là, c'était vraiment là... C'était trop. Oui. C'est déjà arrivé que des patients souffrant de maladies rares soient orientés vers la psychiatrie? Je pense, oui, ça peut arriver. Mais je vous ai dit, nous, en médecine interne, les maladies rares que nous prenons en charge, que ce soit génétique ou même d'ordre auto-immun, il n'y a pas il n'y a pas ce réflexe-là de dire c'est psychologique, vous n'avez pas. Le souci avec la maladie de Lisa, c'est que c'est une fatigabilité. Et donc ça ne peut pas être, objectivé. Ce n'est pas objectif. Elle se sent fatiguée, elle a la paupière qui tombe, elle chute. Donc ça peut prêter à confusion pour le professionnel de santé qui ne connaît pas. Par exemple. Voilà, exactement. Qui ne connaît pas la myasthénie congénitale. Ils font des bilans, tout est normal. C'est compliqué de poser un diagnostic pour par exemple une myasthénie. C'est très compliqué aujourd'hui de poser un diagnostic. Pour la myasthénie congénitale, c'est très compliqué. La myasthénie, c'est un peu plus simple. Il y a l'EMG qui peut aider, il y a des tests comme ça qui peuvent aider. Mais pour dire, parce que le professeur Nouiwa en a parlé, pour dire attention, les syndromes myasthéniformes, c'est très hétérogène. En termes d'étiologie, il y a des causes qui sont facilement trouvées, mais pour la congénitale, je conçois que c'est très difficile d'arriver à ce diagnostic-là. Oui. Professeur Nouiwa, quel est le risque quand on n'arrive pas justement à poser un diagnostic, et un diagnostic précoce, hein, particulièrement dans la maladie de Lisa, par exemple? Quand on ne pose pas un diagnostic, on laisse évoluer la maladie. Et on sait que les maladies... c'est une maladie évolutive. Toutes les maladies sont évolutives. Oui. Non, parce qu'on a tendance à croire que peut-être que dans la myasthénie, que les symptômes sont réversibles. C'est pour ça que je vous pose la question. Alors, on a bien dit que les symptômes, ils ne sont pas réversibles, ils sont fluctuants. D'accord. C'est-à-dire rythmés par l'effort. C'est-à-dire que quand le sujet est reposé ou quand il se lève le matin, il est plus ou moins bien. Mais quelques heures après, apparaissent les symptômes. Mais ce ne sont pas des symptômes réversibles. Donc la maladie peut être réversible. Là, la myasthénie, qu'elle soit auto-immune ou congénitale, ce sont des maladies évolutives qui vont évoluer vers un handicap moteur. Alors les maladies génétiques, elles peuvent être... C'est-à-dire à chaque poussée, on va avoir des lésions, c'est ça? Ce ne sont pas des poussées, ce sont en fait... c'est une maladie qui évolue, elle fluctue dans la journée, dans les heures. Et elles peuvent être... Bon, les maladies génétiques en général, elles peuvent
peuvent avoir un handicap moteur souvent, donc invalidante sur le plan moteur, mais elles peuvent avoir aussi un impact, un handicap sensoriel, une surdité, une cécité, ou un handicap mental également. Hein, dans certaines maladies génétiques du système nerveux central, elles sont source de retard mental, de troubles cognitifs et même de troubles psychiatriques. Donc le psychiatre, il reste quand même un acteur important dans la prise en charge des maladies somatiques et même rares également. Quand on parle de traitement, justement, même si aujourd'hui il est un peu compliqué d'accéder malheureusement aux traitements qui sont déjà disponibles, aujourd'hui on n'a pas de traitement curatif, c'est clair, hein, la médecine est en échec devant les maladies rares. Les traitements permettent quoi finalement ? En particulier dans les maladies rares. Oui. Alors, il y a plusieurs volets thérapeutiques. On parle d'évolution. Est-ce que, par exemple, ça freine l'évolution de la maladie ? Ça peut freiner, bien sûr, évidemment. Il y a des traitements symptomatiques, comme le cas de Lisa. Sa maladie est spéciale, elle est très rare, d'ailleurs. Son mode de transmission est autosomique dominant. Donc ici, la consanguinité ne rentre pas en jeu. On ne va pas empêcher les gens de se marier entre eux, quand même, à ce point. Et puis, sur le plan thérapeutique, il y a des traitements symptomatiques. Pour Lisa, elle a eu la chance d'avoir un traitement qui est prescrit qui marche très bien, et qui n'est pas coûteux et qu'on prescrit pour d'autres pathologies et qui a complètement changé l'évolution de sa maladie. Oui, on va et puis il y a des traitements, malheureusement, il y a des traitements de thérapie génie. Ça, c'est un peu la recherche. Absolument. Ils sont rares, ces traitements, ils sont très coûteux. Ça, c'est le futur. Mais ils sont à nos portes. Ils sont à nos portes et nous, en tant que professionnels, on est face à ces maladies. Maintenant, il y a l'Internet. Parfois, les malades viennent avec un diagnostic parce qu'ils cherchent leurs symptômes. Ils tombent sur... et parfois, ils tombent juste sur leur maladie et ils vous disent, voilà, il y a un traitement. Et alors ? Et puis... toute la problématique est là, justement. Oui, professeur. Il n'y a pas de traitement curatif. Si, pour certaines maladies, il y a des traitements curatifs. Si je vous prends des déficits enzymatiques, comme la maladie de Gaucher, le Fabry dont je parlais, vous avez des traitements où le traitement consiste à donner l'enzyme. C'est des traitements de substitution. C'est-à-dire qu'on donne l'enzymothérapie substitutive où on donne l'enzyme défaillante. Donc c'est un traitement curatif. C'est juste qu'il faut le donner le plus tôt pour avoir des résultats pérennes. Mais il faut continuer à le prendre quand même. Bien sûr, c'est un traitement à vie. C'est comme de l'insuline. C'est-à-dire qu'il y a un manque d'insuline, je donne l'insuline. Ici, il y a un manque d'enzyme et je donne l'enzyme. C'est coûteux, mais c'est pas aussi coûteux que la thérapie génique. C'est très coûteux, mais vous savez, en termes de difficulté des traitements, l'Algérie peut mieux faire. Oui. Là, on est entièrement d'accord, c'est clair. Alors, on va revenir peut-être au tout début, parce qu'on est passé directement sur les traitements. On a oublié quand même de vous poser la question. Comment ça a commencé finalement ? Est-ce que vous vous rappelez des premiers symptômes ? Alors oui. Parce que ça, c'est un point très important pour mettre peut-être la puce à l'oreille aux gens qui nous regardent. Oui. D'ailleurs, c'est important d'en parler effectivement, parce que moi, ça a commencé vraiment tout doucement et tout ça. Donc, j'avais des symptômes, je commençais à avoir des médecins et tout. Donc, chaque médecin m'orientait vers un autre. Ça s'est déclenché comment déjà ? Ça s'est déclenché à 18 ans. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, vous avez 27 ans. Exactement. Et ça a commencé à 18 ans. Donc... Exactement. C'était à 18 ans. Donc, j'étais à 10 ans à peu près. J'étais très, très, très active comme jeune fille. Donc, ça a commencé, je remarquais quand je marchais. Après, j'ai remarqué aussi quand je montais les marches. C'était à quel âge ? 18 ans. D'accord. 18 ans. Donc, c'était vraiment 17 ans vers 18 ans. Je commençais à remarquer que j'avais du mal à marcher, du mal à soulever un truc. C'était vraiment l'alerte. À trébucher, vous m'aviez dit. À trébucher, oui. Il y a eu des moments où je tombais dehors carrément. Je devais patienter quelques minutes, voire vraiment plusieurs minutes, jusqu'à ce que je sois bien rétablie, on va dire, un peu moins fatiguée. Et voilà, j'avais même du mal à me nourrir. Donc, à prendre un verre d'eau, à prendre mon verre d'eau, j'avais du mal à faire ça. C'était des tâches de tous les jours. C'est-à-dire que tu n'arrivais pas à avaler ou vous n'arriviez pas à prendre le verre ? Alors, c'était vraiment les deux. J'avais du mal à prendre le verre. Donc, j'avais vraiment du mal avec mes mains.
C'était ça en fait. J'avais du mal à prendre un verre d'eau, à prendre une fourchette, à me nourrir, quoi, des gestes de tous les jours. À me coiffer, par exemple, c'était vraiment un cauchemar. C'était un cauchemar. Il faut dire que ça s'est déclenché aussi suite à un choc. Alors oui, un gros choc émotionnel. Donc j'ai perdu ma grand-mère et à partir de ce moment-là, c'était le cauchemar. Donc mes symptômes ont fait qu'augmenter et tout. Donc ça a duré quand même des années. Hein. J'étais en errance médicale, donc il y avait de faux diagnostics, il y avait même j'ai eu beaucoup de traitements. Non, il faut dire, avant d'arriver justement au faux diagnostic, alors il faut dire qu'après le décès de votre grand-mère, vous ne pouviez plus marcher. Ah non. Oui, c'est ça. Vous ne pouviez plus vous déplacer, vous étiez alitée pendant 2 ans. Exactement, donc c'était ça. En parlant des études aussi, j'avais du mal à étudier. J'étais vraiment alitée, j'arrivais pas à bouger. Même sur le plan cognitif, vous me disiez... Ah oui, c'était... Par exemple, je ne pouvais pas sortir sans l'aide de ma mère ou de mon père. C'était vraiment handicapant. Je ne pouvais rien faire. Vraiment rien faire. J'étais alitée. C'était déprimant. C'était énormément déprimant. Vous avez fait une dépression? Ah oui, c'est une très grosse dépression même. Je comprends la difficulté diagnostique ici, hein, parce qu'il y a un événement de vie qui est dur, hein, la perte d'un être cher. Et puis ensuite, Est-ce que la maladie est-ce qu'on doit comprendre que la maladie était déjà là et ce choc finalement émotionnel, c'est ça qui a fait... qui a révélé, est-ce qu'il a précipité ou révélé ou... Je ne suis pas spécialiste de la myasthénie pour dire est-ce que en termes de myasthénie congénitale, le processus est accéléré par l'événement. Comme beaucoup de maladies chroniques, j'ai envie de dire. Oui, mais l'événement auquel elle fait allusion et puis l'enchaînement fait que je peux comprendre le professionnel, le médecin qui reçoit une personne qui chute, qui n'arrive plus à se mouvoir ou à faire des choses les plus banales, et puis suite à un événement fâcheux, je peux comprendre qu'on mette en premier plan la dépression. Et peut-être que même c'est intriqué. Ça veut dire que dans ces signes-là, c'est-à-dire que la myasthénie est là, je ne dis pas que non, mais peut-être que la dépression a aggravé, a accentué Parce qu'en fait, signes. Elle disait qu'elle était très active et du jour au lendemain, elle se retrouve alitée. Et en plus de ça, ton entourage ne comprenait pas. Hein, c'est ça qui était... Voilà. Et puis vous imaginez que, le jugement qui est porté sur une fille qui suite au décès de sa grand-mère, Allah yarhamaha, elle est alitée, on essaie de la sortir du lit, j'imagine ses parents, et puis ils n'arrivent pas, ils se sentent impuissants, ils se sentent... Il y a un point très important aussi parce que c'était l'année du bac, hein, il faut le rappeler. Exactement, ouais, tout à fait. Donc ça m'a pas empêché d'étudier, d'avoir une bonne moyenne. Exactement, oui. Mais après la suite, j'avoue que c'était très très difficile d'enchaîner la suite. Donc surtout avec les... C'était comment la réaction de votre entourage? Dites-nous un peu. Alors la réaction de ça, c'est différent en fait. Ça a été... on me traitait de feignante. J'avais vraiment droit à ça. Donc, d'ailleurs, moi, au bout d'un moment, je me disais, ouais, je suis feignante. Donc, je suis pas malade. Je suis juste feignante. J'arrive pas à faire des tâches normales. Banales. Donc, c'est ça. Donc, je me disais, ouais, je suis feignante. C'était vraiment ça. Il y avait un regard un peu... je sais pas. Il me regardait avec mépris et tout. Et c'est dérangeant. C'est vraiment dérangeant. Ah oui, oui. C'est terrible. Après, à la famille, il y a vraiment les gens de l'extérieur qui ne te connaissent pas et qui ont le droit de te juger. Donc, par exemple, moi, j'avais du mal à marcher, même des fois où je tombais carrément par terre. Ah, c'était vraiment, j'avais des droits à des moqueries, des insultes, par exemple, des fois. On est complètement stigmatisé, finalement, quand on a une maladie. Tout à fait, oui. Comme ça, oui. Méconnu, invisible. Oui. Professeur Nuiwa, finalement, avoir un diagnostic, alors on disait depuis tout à l'heure que c'est très important d'avoir un diagnostic ou de poser un diagnostic. Finalement, même pour le malade, c'est un moment fort de poser un diagnostic, parce que quand on voit la souffrance de Lisa, le fait de mettre un nom sur sa maladie, ça devait être un grand soulagement. Je vais revenir à vous. Hein. Oui. Tout à fait, bien sûr. Tout mal doit avoir un visage. Maintenant, si c'est facile, par exemple, pour les maladies infectieuses, on a été tous... En fait, c'était elle contre tout le monde, en réalité. C'est ça, un peu.
Ben oui, parce que c'est... Enfin, le cas particulier de Lisa, quand même, c'est déjà la myasthénie, et c'est une maladie trompeuse à 1000 facettes, qu'on prend facilement parce qu'il y a cette fatigabilité qui est là, qui ne veut peut-être vouloir rien dire. Hein. Elle a été prise pour les autres et même pour les médecins. Hein, contrairement à d'autres maladies où c'est clair, parce qu'il y a des signes apparents, des signes identifiables. Le fait d'être fatigué, il faut dire aussi qu'on n'arrive parfois pas à déglutir, on n'arrive pas à avaler. Tout à fait. Je pense qu'elle a dû peut-être avoir un diagnostic devant un signe qui était permanent, une paralysie des mains, je pense. Là, ça a été un signe d'alerte ou voilà, toute la salle. Des jambes aussi, hein, parce que vous n'arriviez plus à marcher. Tout à fait. On vous a conseillé de prendre un fauteuil roulant à un moment donné. Oui, carrément. Je me rappelle, il y avait un médecin qui m'avait conseillé d'aller acheter un fauteuil roulant sans m'avoir posé de diagnostic. Donc, c'était un peu une condamnation. C'était vraiment brutal pour moi parce que j'étais très jeune. Donc, je comprenais rien. Elle était là, elle me disait, ouais, tu vas acheter un fauteuil roulant et puis c'est bon, tu vas accepter ton handicap. Moi, j'étais là, je comprenais rien du tout. C'est un gros choc. Et le diagnostic, finalement, le fait de savoir qu'on a une maladie rare? Oui, franchement, je me rappelle de ce jour, c'était vraiment la délivrance. J'avais pleuré, je me rappelle. Alors, c'était après 7 ans d'errance médicale. Exactement, c'était après 7 ans. C'était une délivrance. Franchement, c'était une délivrance. J'avais pleuré de joie. Parce qu'en fait, c'était ça, genre, on mettait un nom sur mes symptômes. Et là, j'étais pas folle. D'ailleurs, je suis partie voir des médecins, je leur disais, mais voilà, vous voyez, j'étais pas folle, en fait. Ça avait une explication. Exactement. J'étais pas fainéante. C'était surtout ça, j'étais pas fainéante, en fait. J'avais juste cette maladie qui m'empêchait de faire des tâches. Oui. Alors, il y a aussi une dimension ou un message peut-être à dire ce soir, c'est aussi d'écouter son enfant, professeur Nuiwa. Ça, c'est très important, hein, parce que parfois, on a tendance à dire non, à banaliser quelques symptômes. Finalement, il faut toujours écouter son enfant quand il se plaint de quelque chose. Surtout quand il s'agit d'enfants. Oui. En général, les enfants, ils ne savent pas. On a tendance à banaliser parfois, oui. Ben oui, il faut on le disait déjà dans une émission de cancer pédiatrique, on revenait sur cette notion justement d'écouter son enfant. Et là aussi, je pense que la question se pose également. Tout à fait, bien sûr. S'il y a une plainte, quelle qu'elle soit, les parents doivent être à l'écoute, le médecin doit être à l'écoute, l'enseignant à l'école, on aurait pu être fatigué, ne pas pouvoir écrire, etc., doit être alerté et puis déclencher la stratégie de la prise en charge. Oui. Alors, une maladie comme ça s'installe du jour au lendemain, parce que quand on voit un peu les symptômes de Lisa... Ça dépend des pathologies. Généralement, dans les maladies génétiques rares, le plus souvent, c'est l'enfant qui est touché. Mais vous avez certaines maladies où, même si c'est génétique, c'est à 50 ans qu'elles se déclarent. Tout à fait. Donc, c'est pas parce que dans 70% c'est l'enfant qui est malade, mais vous avez des cas où la déclaration de la pathologie survient à l'adolescence ou même à un âge avancé. Lisa, comme disait professeur Nuiwa, c'est très particulier, n'oubliez pas, c'est un signe très subjectif. C'est pas un bouton qui apparaît sur la peau. Je montre le bouton et je prouve que j'ai raison de dire que... Justement, d'où cette notion d'handicap invisible. Tout ce qui est douleur, fatigabilité, c'est très compliqué de prouver qu'on a un symptôme ici. Le symptôme ici, c'est très compliqué. Je comprends même l'entourage de Lisa qui était là malgré toute la bonne volonté. Ils peuvent douter et dire peut-être que le médecin a raison, c'est peut-être psychologique et comment on fait pour l'aider, et puis on la montre du doigt. Elle en est arrivée là. Justement, c'est ça son mérite, c'est d'avoir traversé tout ça et d'en être sorti grandi et puis pouvoir témoigner à la télé. Donc moi je dis bravo à Lisa d'avoir mené ce combat-là, parce que elle s'est battue contre ses proches, ses médecins, et finalement, à la fin, elle avait raison. Et donc, au bout de 7 ans, c'est terrible. C'est terrible. Je profite justement pour saluer l'association Mayra. Vous en faites partie justement, qui font un travail extraordinaire pour la sensibilisation justement au sujet des maladies rares, pour les faire connaître et voilà, arrêter la stigmatisation de ces personnes. J'ai envie de vous poser une autre question, professeur Nuiwa, sur justement l'impact cognitif. On est passé rapidement dessus parce que dans le cas de Lisa, justement, elle a dit qu'elle avait au bout d'un moment
moment qu'elle n'arrivait plus à aller à l'école parce qu'elle avait cette fatigabilité. Mais est-ce qu'il y a aussi une dimension cognitive, c'est-à-dire on a des problèmes de concentration, on n'arrive pas à suivre à l'école? Oui, en général, dans les maladies génétiques, ça dépend de l'atteinte. Si on est dans une maladie génétique du système nerveux central, où le cerveau est incriminé, vous savez que le cerveau, c'est le domicile de l'intelligence, il y a beaucoup de maladies où on a des déficits intellectuels, des retards mentaux, etc. Pour les maladies neuromusculaires, alors elles ne sont pas très pourvoyeuses de retard mental ou déficience intellectuelle. Bon, il y en a quelques-unes, évidemment. Dans le cas de Lisa, je pense que c'est réactionnel. La dépression est réactionnelle, le manque de concentration, etc. Mais ça ne rentre pas dans le retard mental ou les troubles cognitifs, qui peuvent être par ailleurs fréquents aussi au sein même des maladies neuromusculaires. Oui. Lisa, à quel point c'était handicapant Alors, à l'école et d'une manière plus générale aussi dans la vie Alors, il y a déjà à l'école, je ne pouvais pas écriire. J'avais vraiment du mal. Alors après le bac, vous deviez aller à Babzouar, à l'université de Babzouar. Ah non, c'était... Vous n'êtes jamais allée? Non, je ne pouvais pas marcher, donc c'était pour moi impossible de partir. Donc même après ça, je n'ai pas étudié pendant 2 ans environ. C'était vraiment... C'était terrible pour moi. Alors, c'était l'errance diagnostique, ensuite l'échec scolaire, on va dire. Donc je ne pouvais pas aller à l'école, je ne pouvais pas avoir de vie sociale. Vraiment, c'était terrible. Et concernant les études, c'était vraiment difficile de se concentrer. J'avais des pertes de mémoire, j'avais du mal à voir parce que des fois j'ai une double vision. C'est ça c'est un des symptômes aussi de la myasthénie. Exactement, donc c'était vraiment fin de journée. Il y avait beaucoup de choses. Mais bon, après, moi, heureusement, en fait, je suis très, très courageuse. Donc, j'ai étudié, j'ai fait ce que je voulais. Donc, c'est après la prise en charge. Oui. Enfin, faut insister sur ça, oui. Absolument. Alors, justement, on y arrive. On arrive au traitement. On disait tout à l'heure, en gros, que... Professeur Laraba, peut-être qu'il n'est pas d'accord avec moi, qu'il n'y a pas de traitement curatif à ces maladies, parce que ça, c'est un traitement substitution, j'ai envie de dire. Parce que, mais ça guérit. Vous dites que... Si on prend le traitement toute la vie, c'est que ça ne guérit pas, professeur. En fait, ce que je veux dire par un traitement curatif, c'est pas un traitement qui est symptomatique, c'est un traitement causal. Absolument. Ça veut dire qu'un traitement étiologique qui élimine la cause. Donc voilà, quand je vous dis il y a des traitements curatifs, c'est vrai que dans les maladies neuromusculaires, il y en a très peu. Des traitements qui permettent de stabiliser la pathologie et d'enrayer l'évolution défavorable. Mais il y a d'autres pathologies dans les maladies rares où on a des traitements. Je vous disais que les génétiques ne sont pas la totalité des maladies. Il y a des maladies auto-immunes où le traitement immunosuppresseur permet de gagner en espérance de vie. Ça veut dire que vous avez une espérance de vie qui est de 40 ans. Non, c'est clair, les traitements qui changent ça veut dire que vous avez des traitements ici qui améliorent la survie. Vous ne pouvez pas dire que... Non, je disais juste que ça ne guérit pas. En fait, c'est clair qu'on a des traitements aujourd'hui qui changent la vie. D'ailleurs, on va réécouter Lisa justement sur le fait depuis qu'elle a ces traitements. Alors, quels sont les traitements qu'on prescrit justement dans le cas de la myasthénie ? Alors, en quoi consiste la prise en charge? Alors, dans la myasthénie auto-immune, on va donner des traitements à visée immunologique. Tout ce qui est corticoïdes, immunosuppresseurs, etc. Et en fait, ça reste aussi pas des traitements tout à fait curatifs. Et là, l'histoire de la maladie va changer. On peut guérir entre guillemets. Le malade peut être stable et mener une vie tout à fait normale. Ça change complètement. Bien sûr, en tenant compte, bien sûr, d'une prise en charge qui doit être pérenne, continue dans le temps. Alors, pour la myasthénie congénitale, là, c'est très difficile. Les maladies génétiques, les traitements sont très peu disponibles. Sur 8000 maladies génétiques, peut-être il y a 5% qui bénéficient de traitements, soit des traitements d'enzymothérapie. Quand c'est des syndromes très rares, c'est ça? Pourquoi on a peu de traitements sur ce type? Parce que ce sont des maladies d'abord génétiques. Donc on doit agir, c'est maintenant la pharmacogénétique, on doit agir sur le gène. Maintenant, si c'est des maladies où le gène code pour une enzyme, on est dans une maladie métabolique, là on donne des enzymes de substitution.
Et les traitements, même l'enzymothérapie de substitution, ce sont des traitements coûteux également. Oui. Ce sont des traitements très coûteux et qui vont rester coûteux très longtemps. Et c'est très très difficile, mais en amont de ça, il faut faire un diagnostic. Maintenant, pour les traitements de génithérapie, etc., le traitement est à la carte. On doit connaître l'anomalie, la mutation impliquée. Je pense que le cas, justement... C'est ce que vous voulez dire par curatif. C'est-à-dire que en termes maladie génétique, c'est le soi. La mutation, on ne peut pas l'effacer. On ne peut pas revenir en arrière, je veux dire, mais en termes, moi, ce que j'appelle traitement curatif... On peut réparer. On peut réparer. Ça veut dire que le pourquoi du gène, si c'est une enzyme, si je l'apporte, j'efface la complication. C'est comme l'insuline, je vous disais, pour l'insuline. Le diabétique, il restera diabétique. On ne va pas le guérir de son diabète. Mais si je ne lui donne pas d'insuline, il mourra. C'est ça. Donc l'insuline devient son compagnon de vie. Et il faut faire en sorte d'avoir un équilibre le plus stable possible. Je vous disais, les combats à mener pour les traitements, moi ce que je regrette, c'est qu'il y a un délai diagnostique. Lisa est un cas pour dire, elle a mis 7 ans pour qu'on trouve le diagnostic. C'est court par rapport à la moyenne. Hein. C'est très court. C'est très court. mais je vous dis, il y a aussi des délais thérapeutiques. C'est ça. Ça veut dire que je pose le diagnostic, il y a un traitement, et malheureusement le délai entre le traitement et le diagnostic, il est élevé. Je vous parle de maladie, la maladie de Fabry ou Gaucher, où les délais sont très élevés. On peut mettre 1 an, 2 ans pour la mise en route du traitement. Il est coûteux. On a des difficultés. On avait, nous, Monsieur le Président de la République a mis les maladies rares comme une priorité nationale en juin passé. Moi, j'avais beaucoup d'espoir. Avec l'objectif d'avoir un plan, justement. Avec un plan. Et nous militons pour qu'il y ait un plan, comme pour le plan anti-cancer. Il doit y avoir un plan pour les maladies rares. Oui, un budget qui est alloué, qui ne dépend pas de l'hôpital. Nous, c'est la guerre avec la pharmacienne de l'hôpital parce qu'elle nous dit vous impactez trop le budget. Est-ce que, par exemple, je vais vous dire, est-ce qu'il vaut mieux traiter 100 diabétiques, parce que en termes de coût, c'est ça. C'est une priorité aussi de santé publique. Un malade qui présente une maladie rare. Moi, je réponds, je ne peux pas. C'est pas moi de décider. Je ne suis pas compétent pour décider. Mais à partir du moment où j'ai ce malade-là, il faut le prendre en charge. Oui. Non, absolument. Je comprends en fait cette notion de priorité de santé publique. Aujourd'hui, il faut absolument que les maladies rares fassent partie, justement. Alors, une question aussi, avant de passer à Lisa, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Une question justement sur la mise en route des traitements. Est-ce que l'amélioration, elle est visible dès qu'on met les malades sous traitement? Justement, ça, c'est très important pour compléter peut-être l'idée justement du professeur Laraba. En tout cas, le traitement, il doit être précoce. De toute façon, quelle que soit la maladie. Parce que ce sont des maladies évolutives, encore une fois, qui évolutives, affectent, handicapantes. Maintenant, il y a des traitements où, vous savez, par exemple, dans certaines myopathies, ou même, il y a un moment donné, il faut mettre le traitement très précocement. Une fois que le malade est sous fauteuil roulant, il n'y a plus il a une atrophie musculaire très importante. Même les traitements les plus spécifiques ne marcheront pas. D'accord. Donc l'intérêt de faire des diagnostics très précoces, très précocement, voire en néonatal. Par exemple, dans la SMA, on a parlé de la myasthénie congénitale, finalement, qui est encore plus rare, mais il y a d'autres maladies génétiques rares qui sont fréquentes, comme la myopathie de Duchenne, il y en a beaucoup en Algérie, la SMA, qui peut lui ressembler, et parfois on a des difficultés de diagnostic. Absolument. Et puis les traitements sont là, et les traitements, par exemple dans la myopathie de Duchenne, il y a un traitement par voie orale. Il y a eu l'espoir parmi les malades, mais le malade ne savait pas que ce traitement qui a été découvert ne touchait que 10%, parce qu'il était fonction de la mutation. Absolument. C'est ce qui s'est passé un peu dans votre cas. Lisa, vous avez eu un premier traitement justement qui n'était pas adéquat, et par la suite on vous a changé de traitement. Racontez-nous un peu comment ça s'est passé. Alors, il faut savoir qu'il y a une vie avant traitement et une vie après traitement. C'était mon cas. Donc, il faut savoir que avant... Quand j'étais un cobaye, on va dire, j'avais énormément de traitements. Des fois, ça accentuait mes symptômes. Des fois, ça faisait qu'augmenter mes symptômes. Je vais vous parler de... Par exemple, il y a eu des médicaments, ça me donnait des maux de ventre, vraiment, ça me donnait encore plus mal. Vous étiez encore plus malade. Exactement, oui. Donc...
c'était la délivrance en fait quand j'avais mon traitement, parce qu'il faut savoir qu'on m'a donné un traitement qui était pour la myasthénie mais qui n'était pas indiqué pour la myasthénie congénitale. C'est ça. Donc il me donnait encore plus de mal à avancer. Justement, vous avez eu la chance de faire un test génétique, ce que disait oui, tout professeur à Miwa, fait, justement. Oui. Alors, ce qui n'est pas très fréquent malheureusement. Tout le monde n'a pas ça. Oui, c'est ça. Donc, il faut vraiment que ça soit change. Disponible. Ah oui, ça peut aider énormément de personnes. Par exemple, moi, honnêtement, j'ai pu avoir une vie quasi normale grâce aux résultats du test génétique. Si c'était pas le cas, franchement, ça aurait été très très dur. Donc, ça a changé comment? Votre vie a changé comment? Elle a changé, hein. Je peux pas dire elle a changé, j'ai eu une nouvelle vie. C'est simple, car avant je pouvais pas faire par exemple, je pouvais pas marcher des kilomètres. Actuellement, je peux marcher des kilomètres. Je peux courir. Vous avez repris vos études, c'est le plus important. J'ai repris mes études, je votre travaille. vie active, aujourd'hui vous travaillez. Tout à fait, je travaille, je dessine, je fais des portraits, etc. Je fais de la programmation, j'utilise mes mains. H24, j'ai une vie, je sors quand je veux. Bon, après, c'est sûr qu'il y a des périodes où ça ne va pas, mais... entre autres, ça va. Oui, c'est souvent comme ça, professeur Nviwa. Oui, elle raconte tellement bien, Lisa, on lui rend hommage pour son combat. C'est-à-dire, je veux dire, est-ce que les traitements changent réellement la vie de tout le monde? Oui, tout à fait. Ou est-ce qu'il y a des cas où ça ne marche pas forcément? L'enzymothérapie, elle change carrément l'histoire naturelle de la maladie. Il y a des traitements qui sont curatifs, on va dire. Alors, et puis, il ne faut pas être comme ça focalisé sur ces traitements. Il y a un autre aspect aussi de la prise en charge qui doit être multidisciplinaire dans les maladies rares, etc. C'est-à-dire, ça permet... Il y a l'orthophonie, il faut rappeler aussi. Il faut qu'il y ait, par exemple... On a des problèmes à parler parfois, c'est ça? On a des difficultés à parler. Et vous savez que toutes les études qui parlent de l'intérêt d'une prise en charge multidisciplinaire qui améliore beaucoup la qualité de vie des malades. Quand vous avez autour d'un malade, vous avez le neurologue, le pédiatre, le pneumologue, le rééducateur, le psychologue, etc. Et là, le maladie là, c'est très important parce qu'on reçoit dans moi j'assure une consultation neuromusculaire à Cherchel, je reçois des malades de Adrar et de Tamanrasset et de très loin. Et puis les envoyer parce qu'il faut évaluer sur le plan respiratoire, on leur donne des lettres et ils sont là à la recherche d'un spécialiste qui puisse les voir ou d'un cardiologue qui puisse les voir. Ça, c'est très grave en fait. C'est ça, oui, absolument. Il faut dire aussi que la couverture, d'un point de vue sécurité sociale, reste très insuffisante de ces maladies. Vous le disiez à l'instant, la prise en charge est pluridisciplinaire. Ça reste très insuffisant aussi, parce qu'il y a l'orthophonie, la rééducation, il y a beaucoup d'aspects qui ne sont pas pris en charge et du coup, ça coûte très cher. Ah oui. Oui. C'est le travail en réseau qu'on ne sait pas faire, malheureusement, en Algérie. Travailler en réseau, être complémentaire et tout, il y a des efforts à faire. Vous dites que pluridisciplinaire pour le patient, mais également pour sa famille, parce que j'allais dire la famille qui reçoit cette maladie va complètement changer. Il y a de l'anxiété chez les parents et de la culpabilité chez les parents. Donc tout le monde doit être pris en charge. Ça change la vie de tout le monde. Ça change la vie de tout le monde. Mais il est vrai que le fait de mettre un nom sur sa maladie, ça aide énormément. Je dis que la moitié du travail est fait. Le traitement enzymo ou autre chose, bien sûr, mais également sur le plan psychologique, c'est des vies qui ne sont pas détruites, mais qui sont altérées, qui sont bien altérées, et qu'il y a un soutien psychologique, quelle que soit la maladie chronique, quelle que soit la maladie rare, à apporter. Bien sûr. Alors on termine avec vous, Lisa, il ne nous reste plus de temps, on est déjà à 52 minutes. Peut-être terminer avec un message, vous me disiez déjà par rapport aux espaces publics, mais aussi un message peut-être aux gens qui nous regardent ce soir par rapport à la stigmatisation, ce regard très pesant de la société. Tout à fait, bon déjà merci. Alors j'aimerais vraiment donner un message j'aimerais pour les autorités. Voilà. Oui. J'aimerais vraiment, parce que moi personnellement j'ai énormément souffert, par exemple au niveau des trottoirs, aux infrastructures, aux établissements publics. Ils ne sont pas du tout adaptés. Ils ne sont pas du tout adaptés. Par exemple moi, pour faire quelques mètres, je dois vraiment
marcher des kilomètres vraiment pour voir faire le tour. Exactement, pour voir où il y a un trottoir qui est vraiment le plus accessible. Exactement. Donc après moi je me dis ça va, j'ai un peu la chance de pouvoir marcher, mais les autres j'imagine. C'est-à-dire ceux qui sont sur un fauteuil roulant. Alors oui, ceux qui sont sur un fauteuil roulant, c'est sur la deuxième notion, peut-être la stigmatisation, on termine sur ça. Alors franchement, j'aimerais vraiment encourager les jeunes, surtout les jeunes, à ne pas arrêter les aventures, on va dire, des médecins. Il faut vraiment continuer. Et surtout avec on va dire, quand on vous pose un nom sur votre maladie, il ne faut pas baisser les bras, il faut vraiment continuer, étudier, avoir un travail, s'acharner contre la vie. Parce que franchement, la vie ne s'arrête pas. S'acharner pour la vie, s'acharner contre la maladie, justement. Oui, c'est ça, oui. Merci beaucoup, donc, Lisa. Voilà. On termine avec ce mot très positif, s'acharner contre la maladie. Merci à vous, messieurs, dames, d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Cette émission est à présent terminée. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Canal Algérie. On se retrouve vendredi prochain et on parlera de transplantation rénale.